20h, je rentre chez moi. Cette soirée a un goût particulier. Après un an d'investigation, j'arrive au bout de mon enquête. Ces armes, je les ai obtenues parfois de façon légale, parfois de façon illégale. Je ne suis ni policier, ni armurier, ni militaire. Je suis journaliste. Pendant un an, j'ai enquêté sur l'un des sujets les plus tabous en France, les armes à feu. Je ne vais pas vous raconter une énième histoire de règlement de compte entre gangsters comme vous en entendez tous les soirs. On commence ce journal par ce braquage. Des armes de guerre redoutables, des fusils d'assaut, bilan, un braqueur tué. Pas mal tourné tôt ce matin. L'histoire que je vais vous raconter, celle-là, elle nous concerne tous. J'ai découvert que les voyous ne sont pas les seuls à être armés. Lève tes mains, lève tes mains. Des monsieur tout le monde achètent des armes de manière illégale, toujours avec la même raison qui sent le soufre. Se protéger. Une fois le doigt sur la détente, ce prétexte a des conséquences irréversibles. Je pensais ces armes inaccessibles. Et pourtant... Si c'est une arme qui reste chez vous, d'accord. Si les types rentrent, faut bien que je trouve un argument ultime qui les fasse rebrousser chemin immédiatement. Une arme à feu. Je mets le 6,35 dans la poche et personne ne le voit. Police, reculez, reculez. En 2013, plus de 5000 armes ont été saisies chez des particuliers, des collectionneurs ou lors d'activités criminelles. J'ai découvert un monde que j'étais loin d'imaginer comme celui du Darknet, la face cachée du web, où acheter une arme pour tuer se fait en un clic. Mon enquête commence avec un fait divers hors du commun en France. Les États-Unis en sont le plus souvent victimes. Un adolescent tire au hasard dans la rue sur des passants. Cette folie meurtrière s'est abattue sur Istres, le 25 avril 2013. Depuis son jardin, Colette voit arriver un jeune déterminé, une kalachnikov à la main. Il tire à bout portant sur un père de famille. Voilà, ben, la voiture était exactement là, à cet endroit. Hein? Le gars arrivait de là, tranquille. Il ouvre la porte, facile. Voilà, il se met là, il ouvre la porte, tac. Il met un pied comme ça, et avec sa calache, tranquillement, allez, il tire. Comme ça, tu vois, exactement. Pierre Tanneux, 61 ans, s'effondre au volant de sa voiture. Il était père et grand-père. Tu peux pas penser que ça peut arriver dans une ville comme ici. C'est une ville, mais c'est plutôt un petit village. Tout le monde se connaît, il n'y a jamais eu de problème. Là, c'était pas un film. Hein. Ouais. Le type, il était bien mort. Hein. Ouais. À cet instant, Colette ne sait pas encore que l'adolescent aurait fait 2 autres victimes. Serge Sorgian, 45 ans. Patrice Martinez, 35 ans. Le jour des funérailles, les habitants d'Istres s'unissent dans une même communion. Un même silence.
Une même question. Comment ce fusil d'assaut Kalachnikov calibre 7,62 est-il arrivé entre les mains de cet enfant du pays? Karl Rose, 19 ans. Que lui est-il passé par la tête? Karl Rose est né au sein d'une famille modeste. Son père est gardien d'immeuble. Sa mère, Marie-Claude, est sans emploi. Le petit garçon grandit entre un papa et une maman qui se déchirent. L'année de ses 14 ans, le couple divorce. Karl part vivre avec son père. Il trouve sa mère trop sévère. C'est à cette époque qu'il bascule, semble-t-il, dans l'isolement et se réfugie dans les jeux vidéo. Ses copains d'enfance, Alex et Kevin, se souviennent de Karl comme d'un garçon effacé. Karl, il payait pas de mine, hein. C'était un gars discret, tout seul, habillé survêt, basket, sans plus quoi. Je veux dire, il parlait à personne, il regardait personne. Karl, il travaillait pas, il avait pas d'école, hein, il faisait plus rien. C'est une accumulation aussi. Il y a la passion des jeux vidéo, il y a la passion des armes. Tu lui as peut-être déclenché quelque chose à un moment. Très jeune, Karl est fasciné par les armes. Une passion qui lui vient de sa mère, issue d'une famille de militaires. Marie-Claude avait passé une licence de tir. Elle possédait plusieurs armes à feu. J'en avais moi-même quand j'étais jeune. C'est-à-dire, vous avez toujours eu des armes Ben, bien sûr, moi j'ai toujours eu des balles, des armes, ça. J'ai jamais été une personne dangereuse pour ça. À 16 ans, Karl est arrêté en possession d'un pistolet à grenaille comme celui-ci. Pour cadrer cette passion des armes, à 18 ans, sa mère l'inscrit dans le stand de tir où elle s'entraîne. Quand je l'ai inscrit au tir, je préférais le responsabiliser. Je préférais que mon fils soit sous la coupe des gens professionnels. Mais Karl ne s'y plaît pas. Selon les responsables du club, le jeune homme ne vient tirer que 3 fois en un an. La même année, en 2013, il est arrêté une nouvelle fois avec une arme. Mais cette fois-ci, c'est plus grave. Il s'agit d'une carabine 22 au rifle, comme celle-ci. Karl écope de 4 mois de prison ferme pour détention illégale d'armes à feu. Mais sa peine est commuée en contrôle judiciaire. 2 fois par mois, il doit pointer au commissariat. Cette mesure n'empêchera pas Karl d'acheter une Kalachnikov. Nous sommes 1 an avant la tuerie. Le 6 mai 2014. Istres retient son souffle. Ce matin, le juge a organisé une reconstitution. Les pièces à conviction sont disposées une à une sur les lieux du drame. Une nouvelle fois, Colette va tout raconter aux enquêteurs, mais cette fois-ci avec une pointe d'angoisse. Elle sera face à Karl Rose. J'ai même pas faim, alors je ne sais même pas si je vais le prendre le petit déjeuner. Ah bon? Ah, ça me dit rien, franchement. Ça te coupe l'appétit, toutes ces histoires-là. J'ai même laissé brûler le pain, que ça m'arrive jamais, moi. On se souvient de tout de même, hein. Je me le revois là, hein, complètement. Hein. Et je l'ai bien regardé parce que je me suis dit, si on me demande de servir de témoin, il faut que je puisse le reconnaître, ce gars. Et je le regardais. J'aurais pas dû.
Pourquoi Non. vous dites ça? Ah, parce que ça te marque. Vous voyez, là, je le vois, là. Je le vois très bien, là. La reconstitution se passe derrière ces bâches. Karl Rose apparaît, la calache à la main. Pendant de longues minutes, les magistrats observent Karl manipuler l'arme, charger, braquer, tirer. Les policiers et Karl Rose refont le trajet de ce 25 avril 2013, minute par minute. Selon les enquêteurs, voilà ce qu'il se serait passé. À l'époque, le jeune homme habite de l'autre côté de ce bois. Il le traverse et en sort à cet endroit, l'arme à la main. Il est un peu plus de 14 heures quand il surprend ses deux premières victimes qui discutent tranquillement devant leur boîte aux lettres. Quelques minutes plus tard, il arrête une voiture en face de chez Colette et abat froidement le conducteur. Karl Rose recharge, prêt à continuer la tuerie, mais son arme s'enraye. Il marche une centaine de mètres, jette sa calache dans les fourrés et s'assoit sur ce banc, face à l'étang. À cet instant, un gendarme arrive. Il lui demande de fuir. Un tireur fou vient de faire un massacre. Calmement, Karl Rose lui répond « Le tireur, c'est moi. » Comment le jeune homme de 19 ans a-t-il pu se procurer cette Kalachnikov ? En fait, il existe des adresses accessibles à tous. Comme dans cette boutique en Alsace. Derrière cette simple vitrine se cache le plus gros revendeur d'armes de guerre en France. PM israélien Uzi, PM Steyer ici, autrichien, très moderne. Ensuite on a les armes polonaises qui ont un look assez sympa. Ça c'est le fameux Scorpion, donc ça c'est ce qui se fait de plus petit, de plus compact. C'est vraiment un truc de défense à courte portée ou vraiment pour nettoyer une pièce. Mais l'arme que tout le monde recherche, la voilà. La Kalash, l'arme de Karl Rose. Le maniement est très simple. N'importe qui peut la manier, la nettoyer. Il n'y a pas besoin de connaître, d'être armurier vraiment pour l'entretenir. Hein. C'était ça la base de Kalachnikov. C'était rendre accessible à toute population une arme efficace. Si toutes ces armes sont en rayon, en vente libre comme n'importe quel produit, ce n'est pas par hasard. Toutes sont neutralisées. Elles ne peuvent plus tirer de balles. Qui vous les achète, ces armes? Quel est l'intérêt d'acheter ça en fait? On a en grande majorité d'anciens militaires qui n'ont pas eu le droit d'emmener un souvenir du terrain de conflit qu'ils ont vu. On a ensuite des fous de cinéma. On a des jeunes qui jouent aux jeux vidéo, qui aimeraient bien voir la différence entre une vraie et ce qu'on fait en virtuel. Vous leur vendez, ces jeunes-là? S'il est majeur, il n'y a pas de raison qu'on ne lui vende pas d'armes neutralisées. Mais ces armes sont-elles réellement devenues inoffensives? Pas si sûr. Selon la police, la Kalachnikov de Karl Rose était justement à la base une arme neutralisée, achetée sur Internet. Notre vendeur d'armes neutralisées, lui, ne croit pas une seule seconde qu'un gamin de 19 ans ait pu remettre seul cette arme en état de fonctionner. Très honnêtement, pour Istres, j'aimerais bien voir la machine, l'avoir dans les mains et discuter juste 5 minutes avec le... Pourquoi vous dites ça? Avec le gamin pour voir comment il a fait pour remettre ça en état, quoi. Il a utilisé ce modèle d'arme-là, qu'on trouve un peu plus facilement que les autres et pour pas cher. Ça vient de Roumanie, ça coûte 200 € à peine. Mais ça ne change rien à la complexité de la remettre en état de tir. C'est pas parce qu'elle n'est pas chère qu'on la remet facilement en état. Il y a des données techniques qu'on ne peut pas inventer, il faut les avoir apprises. C'est au dixième de millimètre que ça se passe. Ouais. Un peu plus, là, ça ne se ferme plus. Un peu trop, la cartouche vous pète à la tronche. Impossible et très dangereux selon cet armurier. Pourtant, j'ai décidé de tenter de redonner vie à une Kalachnikov neutralisée. Sur Internet, des sites spécialisés en proposent régulièrement. Pour en acheter une, aucune pièce d'identité n'est demandée, une carte de crédit suffit.
Je vais la recevoir dans 48 heures. Prochaine étape, la remettre en état de tirer. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. Sarcelles, en banlieue parisienne. C'est le genre de mission qui ne plaît pas aux hommes de la BAC. Un jeune forcené de 16 ans menace de tuer ses parents avec une arme à feu. TN 310, tu fais un avis à l'OPJ, tu lui expliques donc qu'on a un individu qui a priori est en possession d'une arme. Il s'est réfugié dans le camp au sein d'une caravane, s'est reçu avis OPJ et on attend les instructions. L'adolescent fait partie de la communauté des gens du voyage. Mettez-vous en protection quand même, qu'on reste pas trop, on sait jamais si c'est un débile. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Un gamin qui a 16 ans a tapé sur sa mère, Ouais. sur son père, Ouais. et menace de tirer sur tout le monde. Vous demandez à tout le monde de se mettre à l'autre bout, d'accord? Ou soit vous les faites sortir. Le jeune homme retient ses parents en otage dans cette caravane. Un habitant tente de le raisonner. Rentrez dans vos caravanes. Rentrez dans vos caravanes. On a un visu sur la caravane. On met en place un périmètre de sécurité, sachant que bon, au sein des camps du voyage, ça n'a pas forcément été évident reçu. Les policiers craignent que leur présence ne soulève la colère des gens du camp. Quand il revient, l'homme leur annonce que le jeune ne veut pas sortir, mais que tout va bien. Dites-lui de sortir. C'est des petits jeunes, c'est un petit jeune. Ils sortent avec les mains. Il sort avec ses mains, c'est tout. J'ai pas peur comme ça. Il sort avec ses mains. Non, vous cachez, C'est pour lui. Non, non, parce que Monsieur, on prend des cachez-vous mesures de pas, on est sécurité, pas c'est dans- tout. Vous lui dites de sortir et c'est tout. On veut juste discuter avec lui. Il y a rien, C'est tout. On veut juste discuter avec lui. Rien du tout. Cassez-vous pas la tête, allez-vous-en. L'homme n'y retournera pas. La police n'a pas à se mêler de leurs histoires. Un des oncles du jeune forcené arrive à ce moment-là. Il accepte d'aller parler à son neveu. Il sort les mains en évidence. Passez par derrière. Enfin, reste, attends, faut qu'il vienne à nous. Faut pas qu'il reste là-bas. Faut qu'il vienne là. Faut laisser là et qu'il se place sur une voiture. 2 minutes plus tard, l'adolescent se rend. Lève tes mains. Lève tes mains. Voilà. Lève tes mains. La tête, là, il y a. Viens avec nous. Viens avec nous. Même s'il a été violent avec elle, sa mère tente de justifier le geste fou de son Ta fils. périmètre. Mais reste, maintiens le périmètre. Va pas au contact. Attends, dis-lui de pas aller au contact. Non mais c'est mon fils. Il a fait une grosse dépression. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes parents? Là, je veux le permis, pas bien, mon chef. Permis de quoi? Permis de conduire, c'est non, tout le monde là. Je l'ai pas, moi. Ce jeune homme semble avoir oublié un détail important. Il faut être majeur pour passer le permis de conduire. Ses 16 ans lui confèrent des responsabilités. Si les policiers découvrent des armes dans la caravane, cela peut le mener tout droit en prison. Et à leur grande surprise, ils n'en découvrent pas une, mais plusieurs. Bref, tu vois avec le patron, ils vont rouler. Il y a une collection de fusils en fait. Maintenant, toute la famille va devoir s'expliquer sur la provenance de ces fusils de chasse. Ça devrait aller. Je pense qu'ils vont pas la chasse. On a 4 armes qui sont a priori en état, enfin qui sont montées. Et puis on a des éléments d'armes là, un fusil qui est démonté et au moins 5-6 fusils quoi. On a affaire à des armes de chasse, donc il faut au moins avoir un permis de chasse. Et dans certains cas, même dans certaines pièces, on n'a même plus le droit d'avoir. Là il y a du semi-automatique. Là c'est les fusils de chasse classiques qu'on connaît. Et là en semi-automatique, on a des capacités de chargement qui sont beaucoup plus importantes et la législation est encore plus sévère en fait. Il a tout juste 16 ans, il n'a pas de permis de chasse déjà, ça c'est sûr, parce qu'il dit ouais c'est mon cousin qui l'a comme d'hab. Et là de toute façon on va le placer en garde à vue pour ça déjà. Les armes, est-ce qu'elles sont en règle ou pas, on ne sait pas non plus. Maintenant voilà, il est important à la rigueur de les appréhender. Et on aura peut-être éliminé des armes qui sont pas en règle. Peut-être que certaines vont ressortir parce qu'elles sont recherchées ou elles ont servi à faire des grosses bêtises. Donc oui, indirectement, il y a une satisfaction. Selon la maman du jeune homme, ces fusils sont dans la famille depuis très longtemps. En ce qui concerne votre fils, d'accord, donc comme vous n'avez pas déposé plainte contre lui, parce que c'est intrafamilial, le parquet n'a pas donné suite, d'accord. Par contre, pour les armes, il va falloir justifier. C'est des armes qui sont soumises à déclaration.
Vous allez devoir justifier la déclaration de ces armes. Écoutez, c'est demandé d'un père. Mon père est décédé. Eh bien, votre père avait dû faire les déclarations. D'après elle, sûrement, mais elle est embêtée. Par habitude, les gens du voyage ne garderaient rien. Les papiers, tout document brut, tout ça c'est brûlé. Bah, si vous avez brûlé les déclarations, bah, malheureusement c'est ce qui va arriver aux armes aussi. Les armes vont être détruites. Allez-y, détruisez. Si sa mère avait maintenu sa plainte pour avoir été menacée avec une arme à feu, l'adolescent risquait jusqu'à 5 ans de prison. Elle espère que ces quelques heures passées au commissariat lui serviront de leçon. Et la prochaine fois, je vous assure, là, vous le gardez. Vous le mettez en prison. Parce que la prochaine fois, oui, mais la prochaine fois, je porte plainte. Là, je vais pas porter plainte, mais la prochaine fois qu'il me fait ça, je porte plainte. Les policiers lui rendent une carabine à plomb. L'arme ne nécessite aucun permis. D'accord. Pour les armes de mon père, vous détruisez-les parce que... Si vous voulez qu'elles soient détruites, vous revenez. Quand est-ce que vous pouvez venir? Oh, tais-toi, hein. Attendez, ça j'aime pas trop. Vers le bas, si vous pouviez juste un peu, voilà. Hein, plus vers le haut, je préfère. Il n'y a rien de... Non, c'est à votre mère. Vous prenez des pauses. Non. À gauche. Passe par là. À gauche. C'est bien payé, ça. Madame, vous allez lui faire la leçon au petit. Croyez-le, hein. Attention parce que je te fais mettre une claque. Il doit rester peut-être là. Mais plutôt, hein. Alors ça par contre, ouais, évitez de vous promener dans la rue avec, il faudra que quelqu'un vienne vous chercher en voiture. Les 5 fusils de chasse du jeune homme seront sûrement détruits en banlieue parisienne, à Rosny-sous-Bois. Ce fort de la gendarmerie est classé zone hautement sensible. Et pour cause. Il abrite la plus grande collection d'armes à feu de France. À chaque saisie, les gendarmes gardent les exemplaires qu'ils ne possèdent pas. En 23 ans, ils en ont réuni près de 8000. Tous les modèles de Kalachnikov sont là sans exception. Des armes de poing, il y en a à perte de vue. De la plus moderne à la plus incongrue. Même si la collection est bien complète, ces spécialistes sont toujours étonnés de découvrir de nouveaux modèles, comme cette dernière saisie. Non, je voulais juste vous montrer ça. C'est pas un modèle très courant. Assez de coups. Pas courant, car habituellement ce genre de modèle ne tire pas 7, mais 6 coups. Grâce à cette collection, quand une douille est retrouvée sur une scène de crime, les experts en balistique peuvent savoir avec quel genre d'arme elle a été tirée. Je sais pas où sont rangées les armes de... celle du dossier tchèque. Celle-là. Il y a celle-ci, oui. Et après, le reste, elles sont dans la caisse Scorpion, dans la caisse en plastique. En gauche. Chaque année, près de 5000 armes sont saisies. Ce jour-là, le commandant Rigal vient d'en recevoir des dizaines de kilos. Ça, ce sont des scellés de justice concernant une affaire de saisie d'armes et de munitions. Donc ça va être détruit pour la majeure partie. Quel type d'affaire? En fait, ça commence initialement sur détention de stupéfiants, a priori. Ouais. Et ensuite, suite à la perquisition, ils ont trouvé des armes. Donc en fait, ça part sur une détention d'armes illicite. Pas mal de vraies. Du 7,65 Parabellum. Et les armes, c'est quoi? Alors là, c'est un pistolet espagnol. Donc il y a ça, pareillement celui-là aussi, c'est cette arme-là est encore une arme de guerre opérationnelle. Chaque année, les armes tuent près de 1600 personnes. Malgré tout, selon le commandant Rigal, les interdire totalement ne serait pas une solution. Donc un monde sans armes, c'est pas pour demain? Bon, c'est impossible. Pourquoi vous dites ça? C'est comme un monde sans sexe ou sans argent, ça marche pas. Ah bon? Non, c'est intrinsèque à la nature humaine. Il faut trouver un équilibre entre les libertés individuelles, c'est-à-dire pourquoi interdire l'accès aux armes à feu à des personnes qui sont dans leur bon droit et qui ont légitimement le droit d'en avoir, donc les chasseurs et les tireurs, au motif que des délinquants les utilisent pour des activités criminelles.
Donc c'est vraiment, à mon sens, l'arme, c'est un espace de liberté qui doit être encadré. Mais pour autant, pas complètement interdit. En France, tout le monde a le droit d'acheter une arme à condition de respecter certaines règles. Mais vous allez voir que parfois, certains les outrepassent au mépris du danger. Notre pays compte entre 600 et 800 armuriers. Ces commerçants sont les seuls habilités à vendre des armes. Elles sont réparties en 4 catégories. Catégorie A, les armes de guerre, elles sont réservées aux militaires et aux forces de l'ordre. Catégorie B, les armes de poing, seuls les tireurs sportifs munis d'une licence ont le droit de les acheter. Catégorie C, les armes de chasse, elles sont accessibles aux tireurs sportifs et aux chasseurs qui ont passé leur permis. Catégorie D, les armes dites de collection, celles-ci sont en vente libre. En clair, il est impossible en France d'acheter une arme sans montrer patte blanche. Les armuriers sont là pour y veiller. Mais respectent-ils tous la loi ? J'en ai testé un dans le sud de la France. J'arrive en caméra cachée avec un prétexte. Je recherche une arme pour me défendre chez moi, en cas d'agression. Bonjour. Bonjour. Je cherche un truc pour me défendre un peu. Vous avez la mappa? Je sais pas. Bah après, c'est les bombes Blackling, hein. Ouais. Tout, hein. C'est tout. Bah oui, hein. Ouais, je sais pas. Vous avez le droit à rien sur vous. Les seules petites bombes qui sont autorisées à avoir sur soi, elles sont pas efficaces. Donc vous voulez pas les acheter. Ouais. Après, vous avez le droit à rien du tout. Un représentant d'une marque de fusil de chasse est présent dans la boutique. L'homme intervient. S'ensuit alors une conversation surréaliste. Si je veux acheter des trucs, Ah bah, vous pouvez prendre une licence de Baltrap. il faut s'inscrire, c'est compliqué quoi. C'est pas plus simple, hein. C'est pareil qu'une licence de tennis ou de foot. D'accord. Vous avez un club de Baltrap, ils vous vendent une licence d'activité. Et vous avez deux licences, vous pouvez acheter un fusil avec une grosse douze, sans problème. Là, ça coûte 535 €. Vous faites couper les canons à 50 en taille, ça pourrait pas le bien. Ça vous fait une arme de défense. Un conseil qui peut me coûter 5 ans de prison. La loi est stricte. Un fusil raccourci devient dissimulable et donc propice au braquage. Le conseil est aberrant. Et l'armurier ne le contredit même pas. Pour moi, la meilleure arme de défense dans une maison, même chez un particulier et tout, et qui est un peu à la campagne ou un peu isolé, ça reste un bon fusil de chasse avec un canon coupé un peu plus court. Qui c'est qui le coupe? C'est moi qui le coupe? Oui, l'armurier peut vous le faire, vous pouvez le faire vous-même. Mais ça peut faire des dégâts une arme comme ça. Ah bah oui, c'est oui, je suis d'accord avec vous. Je peux tuer quelqu'un. Ah bah complètement. D'accord. Bon. Ben, j'ai plein de renseignements. Merci beaucoup, messieurs. En sortant de la boutique, j'ai du mal à y croire. Je décide de tenter le coup, de prendre ma licence de Baltrap. Je choisis un club au hasard en région parisienne. Je débarque un dimanche matin, sans prévenir personne. Le Baltrap, c'est un peu comme de la chasse. À un détail près. Ici, on ne tire pas sur du perdreau, mais sur des plateaux en argile. En toute convivialité. Go. Ah. Oh. Bonjour. C'est vous le patron? Ah non. Non? Il est dans la voiture bleue là-bas. Voiture bleue là-bas. On va aller le voir. Merci, bonne journée. Salut les gars. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, enchanté. C'est vous le président du club? Oui. D'accord. Je suis venu prendre une licence. Ah d'accord. Voilà. D'accord. C'est à vous le chien? Oui. Sympa. Vous avez affaire à un vieux bonhomme. Ah. De 88 ans. Oh bah vous les faites à peine. Voilà.
C'est 50 € la journée. Très bien. La licence. L'année. Parce que la journée, ça ferait cher. Hein. Non, l'année. Alors là, attention. Même si le bar de l'amitié ressemble plus à une baraque de chantier qu'à un clubhouse, l'ambiance n'en est pas moins chaleureuse. J'en oublierai presque le but de ma visite, prendre une licence de Baltrap. Alors, on y va. Donc, mon nom, vous voulez mon prénom? Le nom et le prénom. Alors, Barthélemy, B-A-R. Alors, l'adresse. Alors, 183 rue de la Pompe. Personne ne me demande ma carte d'identité. En Fédération française de Baltrap et de tir à balles. Si je veux acheter un fusil, moi, de Baltrap, avec ça, je peux? D'accord, ok. Hein? Donc la licence, c'est 50 €. Avec 50 € et sans aucun papier d'identité, je viens d'obtenir le droit d'acheter un fusil en toute légalité. Une faille inacceptable pour Marcel, le président du club. Le problème, c'est de délivrer des licences à n'importe qui. Oui, c'est ça. Un individu quelconque se présentant, se présente ici. Oui. Je ne peux pas lui demander sa carte d'identité. Oui. Il va me demander une licence. Oui. Tu la donnes? Ah, vous lui donnez? Bah, qui c'est qui va pas lui donner? Bah, personne. C'est trop facile. C'est trop facile. D'avoir une arme. Oui, c'est trop facile. Conclusion. Oui, c'est ça. Terminé. Comment est-ce possible qu'une telle faille se soit glissée dans la loi? Cette question, je l'ai posée à deux farouches défenseurs des armes. À gauche, le député Philippe Plisson. L'homme n'est pas n'importe qui à l'Assemblée nationale. Il préside un groupe qui réunit des députés chasseurs. Bonjour, merci. Allez-y, prenez place. Mettez-vous là-bas si vous voulez. Bonjour. 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 Il est accompagné de Thierry Coste, très influent lobbyiste, payé par la puissante Fédération nationale des chasseurs, pour conseiller les députés sur la question des armes. J'ai pris ma licence, ça m'a coûté 50 € en espèces. Je suis reparti avec un document avec lequel j'ai le droit d'acheter une arme à feu. Est-ce que ça, c'est normal? Non, mais je vais vous dire, c'est pas normal et ça va bientôt ne plus le devenir du tout. Un décret est en préparation, justement, pour ne plus permettre ceci, parce que effectivement, la faille du système, entre guillemets, nous l'avons identifiée. Enfin là, alors vous dites ça va être traité, ça va être fait, moi je veux bien vous croire. Hein. Mais le truc c'est que, alors moi j'ai acheté, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire jusqu'en 2014, on a pu acheter des armes de cette façon-là et aussi facilement. Il faut que le décret tombe pour que ces problèmes-là soient réglés. Ça va prendre combien de temps, ça, monsieur le député? Écoute, ça peut être demain matin, mais moi, je vous dis qu'aujourd'hui, l'administration a du mal à suivre. C'est comme ça. Ça veut dire quoi, du mal à suivre? Ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de personnel par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Donc peut-être que votre émission va faire hâter les choses. À ce jour, le fameux décret n'a toujours pas été signé. Pourtant, il permettrait d'éviter ce que je m'apprête à faire. Ma licence de Baltrap en poche, je retourne voir mon armurier pour lui acheter un fusil de chasse. Je vais lui demander de le transformer en arme de défense comme il me l'avait proposé. L'opération est punie de 5 ans de prison, mais l'homme va aller encore plus loin dans l'illégalité. Moi maintenant, attention, parce que si vous faites arrêter, vous avez ça. Ouais. Même si vous avez votre licence de Baltrap, vous êtes mal. Si cette arme-là, je la garde pour chez moi. Théoriquement, chez vous, vous n'avez même pas le droit de modifier un fusil. D'accord. Hein, même pour chez vous. Hein. D'accord. Hein. Ça marche. Mais, attention, quoi. Attention. Vous le voulez où? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux, à votre avis? Je peux vous couper là, et puis c'est tout. Hein. D'accord. Bah, Hein. super. De toute façon, vous avez votre licence. Ouais. Bah oui, j'ai fait Je vais vous marquer sur le registre quand même. Ouais. Par contre, si je marque sur le registre, je suis obligé d'envoyer en préfecture. Ah. Bah, moi, je fais ce que vous voulez. Hein. Ouais, si bon, c'est une arme qui va rester chez moi. Hein. Vous êtes sûr? Ah ouais. Si c'est une arme qui reste chez vous, je vous le déclare pas. D'accord. Okay. En d'autres termes, ce fusil n'apparaîtra jamais sur les registres de la police. Il devient invisible aux yeux des forces de l'ordre, intraçable. Cet armurier est complètement inconscient et il s'en lave les mains.
Après, je fais ce que je veux. C'est pas mon problème. Hein. Ok, d'accord. Si tu fais un tour en cabane, c'est pas... D'accord. Moi, c'est pas ma responsabilité. Ok. Moi, je vous fais pas de facture, je vous fais rien. D'accord. Ça va chez moi. Là, il rigole plus avec ça. Hein. Putain... Non, c'est un truc qui va rester chez moi, ça. Ok. Une demi-heure? Une demi-heure. Ça roule? Super. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, tac. Sans présenter de carte d'identité, l'armurier a satisfait ma demande. Mon fusil de chasse est devenu une arme de défense interdite et non déclarée. Alors, balle, routine. Parfait. Bon, alors du coup, le total, c'est quoi? On l'avait fait le total. C'était 250 le fusil. Ouais. Il y avait 50 de canon. Ils ont pris plus la housse. 363. 363. 6, 8. Je paye tout en liquide, comme me l'a demandé l'armurier. Donc là, il n'y a pas de fusil. Sur la facture? Non. Ouais. Il n'y a pas de canon. Il y a juste des balles. Voilà. Et la housse. D'accord. Voilà. Je ne marque rien, comme ça, il n'y a pas de trace. En gros, on s'est jamais vu, quoi. Vous l'avez acheté en brocante, hein. Et puis, si c'est coupé... Ouais, non, ça, coupé, ça, c'est vous qui l'avez fait, hein. Ouais, d'accord. Bah oui. Hein. Ouais, oui. D'accord. Bon, bah très bien. Allez, on range. Dans quel sens, on s'en fout? Le comportement irresponsable de cet armurier, je l'ai montré à Patrice Bouvray. Il dirige l'association L'Observatoire de l'Armement. L'homme intervient régulièrement auprès du gouvernement afin de durcir constamment la loi sur les armes. C'est vrai que... Non, c'est plus qu'étonnant. C'est quand même assez scandaleux, je pense, qu'un armurier propose de manière aussi décontractée, j'ai envie de dire, aussi facilement, de tuer des gens. Vous rentrez, aucun problème, aucune question, on vous donne les conseils. Donc, le rôle des armuriers devrait être beaucoup plus pédagogique. C'est comme si on allait chez un pharmacien et qu'on lui demande des médicaments pour suicider ou pour donner à quelqu'un pour le tuer, et qu'il nous donne ça sans problème. Un pharmacien, il ne le fera pas. Mon armurier, lui, n'a pas hésité à le faire. Combien d'armes sont-elles vendues en France de cette façon? Impossible à savoir. Une certitude tout de même. Dans les banlieues, les armes circulent. De plus en plus. Auprès des jeunes, elles se banalisent même. Notamment dans les clips de rap. Dans cette vidéo, le chanteur Booba en exhibe toute une panoplie. Et il n'est pas le seul. Le groupe XV Barbare est également assez explicite, question armes. Mais il arrive que cette démonstration de force termine parfois devant les tribunaux. À Meaux, un groupe de jeunes rappeurs a été interpellé par la police pour avoir utilisé des armes à feu dans leurs clips. Dans la salle des pas perdus, les copains des chanteurs attendent le verdict. Personne ne comprend cette arrestation. Ils se sont fait attraper pour rien, parce qu'on voit les grands rappeurs comme Booba et tout se faire avec des armes et tout, ils leur font rien. Ouais. Et pour des petits rappeurs comme ça, ils les prennent à 6h du matin, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ouais, mais ils avaient quand même des armes à feu avec eux dans le clip. Booba et tout aussi, ils avaient des armes à feu. Ouais. Mais tout le monde a des armes à feu. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, qu'il y ait des armes à feu comme ça dans les clips? Ben, ça circule dans les cités. Ouais. C'est un peu normal. Ça veut dire quoi, c'est un peu normal? Ben, c'est normal, il faut être équipé. Leur clip, le voici. Sur ces images, on voit des armes de poing, des fusils de chasse, mais surtout, ils tirent avec. Laisse-nous faire notre bif, nous on demande que ça. J'ai beaucoup d'ennemis. Face au juge, le groupe de jeunes assure que les armes sont fausses. C'est des vraies, c'est des fausses armes, c'est quoi? Non, c'est des armes factices avec des effets spéciaux. Pourtant, des impacts de balles et de chevrotines ont été retrouvés sur les murs par la police.
Les 4 accusés risquent 5 ans de prison. Mais personne n'en a conscience. Ils ne pensent qu'à une chose, se faire connaître. La présence des armes sert à faire du buzz, pour montrer dans le quartier à quoi on est capable. C'est important de faire du buzz? Ouais, c'est important. Pourquoi? Pour montrer que notre clip il est plus énervé que l'autre. Ils montent des belles voitures, je ramène des plus belles voitures encore. C'est le même principe. Tu me ramènes une Kalachnikov, je te ramène un fusil à pompe. Tu me ramènes un fusil à pompe, je te ramène un bazooka. Tu viens me chercher, tu me trouves. Le verdict tombe dans 2 heures. Cet attrait pour les armes serait inscrit dans les gènes des garçons, selon un ancien braqueur. Pendant des années, Bruno est passé entre les mailles du filet jusqu'au jour où il se fait prendre avec 4 grammes de cocaïne. Il écope alors d'1 an de prison, dont 6 mois ferme. À sa sortie, il décide de raccrocher. Mais cette fascination pour les armes ne l'a jamais quitté. Une arme à la main, je pense que tout homme a un sentiment de puissance. Ce qui est faux en plus, ce qui est complètement faux. Mais ça reste naturel, voilà, c'est humain et c'est masculin. Une femme est attirée par un mec armé, que ce soit un voyou, que ce soit un flic. C'est un mythe, quoi. C'est un mythe que vous aimez, vous? C'est un mythe que j'ai énormément aimé, et effectivement, si demain on avait la légalisation du port d'armes ou de la détention d'armes, je serais le premier à en avoir une. Dès le lendemain? Oui, même pas pour la sécurité, pour le fait de porter un calibre. Au tribunal de Meaux, je demande une nouvelle fois aux copains des rappeurs d'où viennent les armes utilisées dans leurs clips. Et bizarrement, il n'est plus question de fusils factices. Et ces armes, elles viennent d'où? Ces armes? Ouais. C'est des professionnels qui nous les ont fait manipuler. C'est des professionnels. Quels professionnels? J'ai pas à vous dire c'est qui, c'est des chasseurs et tout. Et quoi, ils vous les prêtent et Ouais, parce qu'il y a eu la diffusion du clip. Comme on est en contact, on leur a demandé et ils les ont ramenés. Et voilà quoi. D'accord. Ils nous ont prêté et on leur a rendu le jour même. Il y a eu une séance de tir d'une demi-heure et ensuite, une demi-heure, les armes ils ont disparu, on les a rendues aux propriétaires et tout. Des propos contradictoires, pas très convaincants. Je n'en saurais pas plus. Mais dans les cités, il n'est pas rare que les armes se passent de main en main. Des voyous se sont spécialisés dans ce business. Ils les prêtent ou ils les louent, le temps de faire un mauvais coup. Après des mois d'enquête, j'ai rencontré l'un de ces hommes. Il habite une cité au nord de la France. Il m'a donné rendez-vous dans une cabane située en pleine forêt. Pourquoi c'est dans des sacs comme ça que tu fais moi? Pour protéger un peu la marchandise, en général, avant de la cacher, on la huile pour que ça puisse tenir plusieurs mois enterré. Alors là, on est sur quelque chose de très vieux, la fameuse mitraillette Thompson, qui a été rendue célèbre à la Prohibition. C'est une arme qui est totalement en état de marche, bien sûr. Elle est encore propre pour l'âge qu'elle a. Ça, c'est une mitraillette anglaise Sinsten. Ça, t'en trouves encore sur le marché. Ouais. Et ça fait de sacrés dégâts. J'ai fait des braquages avec, mais j'ai jamais tiré, donc je l'ai gardé. Un jour, j'ai fait des braquages, j'ai mis le gilet pare-balles sur les vitres autour de la voiture. Ils venaient nous chercher partout, on était en voiture avec le gyrophare aussi. J'étais couché derrière la bagnole avec ça. Au cas où ils arrivent, jamais j'avais 3 ou 4 charges. Parce que là, t'envoies une rafale en bas dans les pneus, là. Tu tires, le mec, même en l'air, la première, le mec, il dit, bon, c'est bon, on ralentit. Ils sont pas fous. Est-ce que vous avez une idée de sa valeur Et ça dépend du besoin que l'on en a. Si quelqu'un a quelque chose à régler et qu'il a besoin d'une arme absolument et rapidement, il est capable d'y mettre un peu plus d'argent. Mais ceci dit, sur le marché, ça aussi 700 €. Ça, ce sont des armes. On les a de côté pour le jour où il y a quelque chose à faire d'exceptionnel et elles sont jetées derrière immédiatement. Alors là, on a un beau 765. Ça, c'est une arme, on va dire, d'appoint. Il y a des gros voyous qui ont des beaux armes, qui ont un petit 765 sur eux pour la discrétion à côté, juste pour se défendre. Tiens, voilà un autre 765.
L'étalage de son stock d'armes se termine par un engin détonnant. Ça, c'est du plastique. On est sur un plastique qui est assez puissant. On peut se le procurer très facilement. Mais pas légalement, quoi. Ah non, pas légalement, non, mais très facilement quand même. Il est aussi facile d'acheter des armes que de la drogue, pratiquement. Bon, là, t'as vu une partie, c'est dommage que tu aies pas des armes plus... Bon, je peux avoir le 38 pour demain, si je veux. L'homme semble pouvoir nous trouver tout ce que l'on veut. Nous n'irons pas plus loin. Et ce stock d'armes va retrouver sa cachette. À Meaux, je retrouve mes jeunes rappeurs. Le verdict vient de tomber. 3 mois ferme aménageable. Ils sont soulagés. Dans leur cas, la peine maximum était de 5 ans. Franchement, on ne regrette pas, mais voilà quand même, pour les conséquences que ça a encouru, un petit peu quand même. Je pense pas qu'il y aura un prochain clip, et qui est dommage un peu, parce que pour se faire connaître et tout, voilà, tout le monde de Cité regarde un peu l'équipe de Cité, quoi. Ok, Les juges espèrent que cette peine leur servira de leçon. Un avertissement pour ces jeunes musiciens d'ordinaire plutôt calmes. En 2013, en France, il y a eu près de 5000 attaques à main armée. Grande surface, stations-service, pharmacie, bijouterie, petits commerces. Personne n'est épargné. Des commerçants ont décidé de réagir. Celui-ci les met en fuite au péril de sa vie. D'autres envisagent une solution beaucoup plus radicale. Mon enquête me mène à Châtenay-Malabry, en région parisienne. Il y a un an, Franck, le patron, et ses 2 employés se sont retrouvés nez à nez avec un fusil à canoncier. C'était un mardi soir, il était 22h. 4 caméras ont tout filmé. Les 2 employés viennent de vendre un paquet de cigarettes à ce client. Quand 2 hommes font irruption, arme à la main. Alors lui, ça a l'air d'être plutôt un canoncier. On a eu un bon réflexe quand même. Ah ouais. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi vous dites ça, un bon réflexe? Un bon réflexe parce que quand je les ai vus, j'ai pensé direct à ma vie, à ma famille. Les 2 employés se sont réfugiés dans l'arrière-boutique. D'un coup de pied, les braqueurs accèdent aux caisses. C'est à ce moment-là que Franck passe une tête au fond du couloir. Là. Là, il lui dit vas-y, bouge. Et là, lui, à ce moment-là, il lui dit tire, tire, tire. L'homme ne tire pas. Franck a le temps d'actionner le rideau de sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous dites quoi en quelques secondes? On isole les lieux, c'est-à-dire on met une barrière physique entre eux et nous. Vous vous dites ça en 1 seconde? Tout de suite. Ni eux ni moi, à un moment donné, il faut qu'on se retrouve sous la contrainte directe de l'arme à feu. Parce que là, après, on va devoir travailler pour eux. Ça veut dire quoi, ça, travailler pour eux? Remplir les cartons. Ils vont donner le sac, ils vont dire remplir. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que vous avez bien fait de vous barrer. Oui. Parce que là, t'es comme ça. Et le gars, il va être là, tu vois. Et tu vas sentir une proximité. Vous allez vous sentir physiquement en danger, tu vois. Tu vois, physiquement. Et tu vas faire ce qu'on te dit. Et ça laisse des sales traces. Voilà. En moins de 2 minutes, les 2 hommes dérobent 1 000 € en liquide et 2 cartouches de cigarettes. Un butin dérisoire. On a l'impression qu'ils savent pas ce qu'ils font. Maintenant, ils ont l'air jeunes aussi. Mais ça les a pas empêchés d'obtenir des armes. Et vous vous dites quoi alors? Il faut s'armer face à ça? Dans le magasin, je me dis faut surtout pas s'armer parce que le magasin, ça reste un endroit public. Moi, j'ai pas envie de vous savoir avec une arme en bas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'ils se la font prendre, qu'est-ce qui se passe?
ben, ça peut se retourner contre eux très facilement, tout simplement. Voilà. Mais une fois chez lui, le discours de Franck se fait plus radical. Il est persuadé qu'un jour, les braqueurs viendront le chercher à son domicile. Ils sont 3, ils sont 4. Et ça veut rentrer. Ça va rentrer. C'est qu'une question de temps. Ils vont venir me chercher. Donc question, comment puis-je les repousser? La seule réponse que j'ai trouvée, c'est une arme à feu conséquente. Hein, c'est-à-dire quelque chose déjà qui va faire beaucoup de bruit. Quoi comme arme? Moi, je penserais plutôt pour un fusil de chasse. C'est pour impressionner, pour que la peur, à un moment donné, elle change de camp. La peur dont parle Franck a fait basculer dans l'illégalité un autre commerçant. À l'autre bout de la France, chaque fois qu'il part travailler, ce restaurateur n'a pas le même rituel que vous et moi. Je l'appellerai Marc. Il m'a formellement interdit de filmer sa maison et encore moins son visage. Ça, c'est un 6,35. Et ça, c'est un 7,65. Il y a des balles, hein, c'est chargé. Ils sont chargés. C'est engagé dans la chambre, prêt à tirer. Ces armes lui ont coûté 220 € pour le 6,35, 350 € pour le 7,65. Quand je pars au travail, je prends les armes. Donc, je mets le 7,65 dans son étui et je le mets à la ceinture, comme ceci, bien caché. Et le 6,35 dans la poche. Voilà. On ne peut pas le distinguer plus que d'un téléphone, par exemple, qu'on peut avoir dans la poche. On peut se promener en ville avec, tous les jours, le porter le matin, le midi, le soir, et personne ne le voit. Voilà. Là, je suis prêt pour aller travailler. C'est quand même dangereux. Une arme comme ça, effectivement, peut tuer. À bout portant, ou même à 4-5 mètres, je pense qu'elle peut être très dangereuse. Ces armes, vous les avez aujourd'hui sur vous, c'est complètement illégal, on est bien d'accord? Ah, je suis entièrement d'accord. S'il se fait arrêter avec ses armes, Marc risque 10 ans de prison. Il le sait, pourtant cela fait 4 ans que ces 2 pistolets l'accompagnent partout. Depuis cette fameuse nuit qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il est 1h du matin. Marc et sa femme viennent de fermer leur commerce. Ils ont plusieurs kilomètres à parcourir pour rentrer chez eux. Un véhicule les double, se met en travers et les oblige à s'arrêter. Donc voilà, ça s'est passé ici. On a été sortis sauvagement du véhicule. Et c'est là où ils ont sorti des matraques et ils ont commencé à se déchaîner sur nous, en fait. Moi, ils m'ont tapé, ils me tapaient. Et à ma femme, ils ont demandé où c'est qu'était la caisse du restaurant. La seule chose que je me souviens, c'est d'essuyer des coups de matraque qui venaient de côté et de l'autre. Ils étaient 2 sur moi. Et j'ai rien vu de plus, quoi. Pour moi, c'est un trou noir après ce qui s'est passé. Ils m'ont laissé comme un mort sur la route. Il va falloir de longues minutes à Marc et à sa femme pour se relever. De longues semaines pour tenter d'oublier cette terrible agression. C'est un traumatisme énorme. Parce que si j'avais pas eu cette agression, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas besoin d'essayer de me protéger de cette façon-là, quoi. Et votre femme, elle en pense quoi? Et ma femme n'est pas pour, mais souvent quand on part travailler, c'est la première à me demander à savoir si je l'ai pris. D'après cet homme, de nombreux commerçants de sa ville seraient équipés, comme il le dit. Cette escalade à l'armement risque de faire encore plus de victimes.
Ce matin, j'ai rendez-vous avec un braqueur. L'endroit où je passe le prendre est secret. Est-ce pour m'impressionner? Mais il est monté à bord de ma voiture avec son arme. Moi, je suis un braqueur à la base. Bon, mon métier, c'est ça. Peu importe ce que j'en souffre ou ce que j'endure ou ce qu'il y a derrière. C'est mon job, voilà. C'est mon job à plein temps. L'interview va se dérouler dans cette usine désaffectée. À une seule condition, qu'il se masque lui-même le visage. Ça va là, elle n'est pas trop mal mise. Hein. Ouais, c'est bien. Avant de démarrer l'interview, il me met à l'aise. Il me révèle que son fusil est un jouet. Ça, c'est une arme factice, mais une bonne arme. Ça pète, ça braque. C'est pas l'arme qui braque, c'est le monsieur. Mais avec. C'est plus impressionnant qu'autre chose. C'est mon taf, de toute façon, il faut que ça impressionne. L'homme me raconte n'être jamais tombé sur un commerçant armé. Mais si ça lui arrive un jour... C'est la merde. Parce que si eux, ils s'arment, nous, on sera plus armés. Et si on est plus armés, ils risquent le plus lourd. Si on a peur d'un bijoutier avant de rentrer pour lui prendre ses bijoux, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper des bijoutiers, pas des bijoux. Et une fois que le bijoutier sera plus apte à, on prend le reste. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire, mais je vous assure que c'est réel. En fin de compte, quand vous braquez, vous êtes prêt à tout? On peut dire ça comme ça, ouais. Et concrètement, ça veut dire quoi? Sans scrupule. Vous avez déjà tué quelqu'un sur un braquage? Non, non. Qu'est-ce qui se passe quand on a une arme dans la main? Qu'est-ce qui se passe? La jouissance. La jouissance de pouvoir mettre quelqu'un, quiconque qui est en face de toi, et toi, t'as une arme. N'importe qui, même le plus fort du monde, il va se plier. Et là, après on est les maîtres. Cette impression de toute puissance, je l'entends des deux côtés. Avec ses armes en poche, mon restaurateur se sent lui aussi invincible. Vous sentez, vous, tirer sur quelqu'un? Pour une agression, oui. Je pense que j'aurai le courage de le faire. Hein. Vous savez vous en servir de ces armes? Vous avez déjà tiré avec? Déjà tiré, oui. Je me suis entraîné plusieurs fois. Où ça? Essentiellement en forêt. Vous êtes inscrit à un stand de tir? Absolument pas. Vous n'êtes pas un amateur d'armes, vous? Absolument pas. Je suis même contre les armes. Qu'est-ce que ça vous procure d'avoir cette arme-là? Un mal-être. Avoir une arme, c'est extrêmement dangereux. On présente toujours les armes comme pour de la défense. Ouais. Les armes, ça sert avant tout à tuer. Et donc, il se retrouvera dans une situation de meurtrier qu'il payera toute sa vie. Pourtant, des commerçants finissent un jour par passer à l'acte. En 2013, 2 bijoutiers ont abattu leurs braqueurs. Où ont-ils acheté leurs armes? Mon commerçant, lui, nous a avoué les avoir obtenus auprès d'un collectionneur. Une salle des fêtes en région parisienne. Dès 6 h du matin, l'endroit sent le cuir et l'acier. Il y a déjà beaucoup de monde. Des hommes, surtout. Il y a un break Mercedes immatriculé dans le 83 et qui gêne. Moi, j'ai rendez-vous avec cette femme. C'est pas toi? C'est toi? Oui. Vite, tu vas te faire pendre. Catherine, cela fait 10 ans qu'elle organise cette bourse aux armes. Place habituelle? Vous êtes monsieur? Un rendez-vous de collectionneurs, de brocanteurs et d'armuriers. Je vous rappelle que vous signez le registre pour bien respecter les lois en vigueur. Oui. Et puis pour dire aussi que vous êtes bien responsable de votre stand. Ici.
Cette ancienne commissaire de police met tout de suite en garde toute personne qui tenterait de vendre des armes sous le manteau. J'ai mis ça là, nul n'est censé ignorer la loi. Bah oui, Pourquoi vous avez mis ça ? Bah parce que ici c'est particulièrement sensible quand même, il faut le dire. Hein. C'est pas, moi ici on accueille des gens qui vont s'échanger des armes anciennes, des choses comme ça. Sur les stands, on trouve de tout. Des médailles, des écussons, des souvenirs de guerre. Oh là là, des casques à poing. Et bien sûr des armes. Pour les amateurs de western, ou encore pour les nostalgiques des guerres napoléoniennes. C'est des vieux fusils ça. Ouh là 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 là. C'est de quelle année ça ? 1822 et 1842. Il y a aussi bien sûr des armes neutralisées comme la fameuse Kalash. Mais vous allez voir que dans ce genre de salon, on ne trouve pas que de vieux tromblons, loin de là. Le 67e salon des antiquités militaires est ouvert. Catherine a le sourire. Il y a foule, comme à chaque fois. Là c'est parti là. Là c'est parti. Là, bah il y a la queue hein. Oh là là. Oui là-bas, regardez jusque là-bas, là, vous voyez. Il y a du monde hein. À chaque édition, Catherine a une grosse crainte que des personnes tentent de vendre des armes de poing en état de tirer. Ce genre de revolver et de pistolet est interdit à la vente sur les salons. Vous regardez un peu les visages, les gens et... Oui, on regarde s'ils ont des sacs, surtout s'ils ont des sacs. S'ils ont des sacs. On demande aux gens gentiment de nous montrer ce qu'ils ont dedans, quoi. D'accord, ouais, c'est bon. Et elle a raison d'être vigilante. Catherine vient d'être appelée en urgence. Un homme se présente à l'accueil avec plusieurs pistolets. C'est ce monsieur-là. Attention. Mon frère décédé, puis en fouillant, on a trouvé ça. C'est des 320, ça. Oui, c'est des petits trucs, hein. Ça, c'est bon, c'est des tout petits machins, ça. Ouais. Ce sont tous des connaisseurs, mais bizarrement, ce ne sont pas tous des experts. Personne n'arrive à savoir si ce pistolet est vrai ou pas. Oui, c'est normal, lui. Oui. Ça, c'est à blanc, c'est un pistolet d'alarme. C'est pour... À part cet homme. C'est pour les départs de course. Et là, il y en a un, mais je ne sais pas celui-là, c'est lui. Ah non, ça, non. J'ai à peine le temps de la voir. Non, ça, faut le ranger, ça. À la vue de cette arme, le malaise est immédiat. La présence de ma caméra y est sûrement pour quelque chose. J'insiste pour qu'on me la montre. C'est le monsieur, là, c'est source de problème pour lui, quoi. Ouais, moi, je veux pas d'histoire. Non, mais vous n'en avez pas. Je comprends mieux. C'est un Walther P38, une arme de guerre utilisée par les Allemands en 1940. C'est du 9 mm. Ah ouais. Donc ça, quand c'est en état, c'est prohibé. Ça c'est plusieurs années de prison. Non, mais bon, ça, voilà. Donc ce genre de truc... Vous dites des années de prison, c'est pourquoi? C'est une arme dangereuse? C'est prohibé, ça. C'est exactement ce type de pistolet que l'on peut trouver dans le grenier des grands-parents. Dans pareil cas, cet homme aurait dû la déposer directement à la gendarmerie. Alors les gens en général, ils ont peur de faire ça parce qu'après on va les questionner, d'où ça vient, etc. Alors souvent, ce qu'ils font, ils les jettent du pont dans la rivière ou dans les égouts. Je connais un égoutier il y a longtemps, il me disait on les prenait sur la tête. Hein. Alors si vous en trouvez une, évitez d'assommer votre égoutier. L'État a tout prévu pour vous. Si elle vous fait peur, la gendarmerie se chargera de la détruire pour vous. Si vous avez un coup de cœur pour elle, vous l'envoyez à Saint-Étienne où se trouvent des spécialistes de la neutralisation. Enfin, si vous voulez vous en servir, déclarez-la en préfecture et inscrivez-vous dans un stand de tir. Ce monsieur repart avec son arme. Les organisateurs ne sont pas tenus de la lui confisquer, ni même de prévenir la gendarmerie. Que va-t-il en faire ?
Il pourrait très bien être tenté de la vendre discrètement aux nombreux visiteurs qui traînent dans les bourses aux armes. Des salons comme celui-ci, il y en a presque tous les week-ends, un peu partout en France. Paris, un samedi matin. Ambiance de départ en week-end. Les gens que je croise sont loin d'imaginer ce que dissimule mon sac. Mon wagon est vide. Je peux maintenant vous montrer ce que je transporte. Je l'ai reçu par la poste. C'est une Kalachnikov neutralisée commandée sur Internet. Exactement la même arme que Karl Rose, l'auteur présumé de la tuerie d'Istres, aurait remise en état. Après des mois d'hésitation, un ancien armurier que j'appellerai Jean a accepté de m'aider, de manière anonyme. Son grenier ne ressemble pas vraiment au vôtre. Ici, pas de vieilleries qui prennent la poussière, mais des munitions par dizaines. Des posters qui en disent long, et des armes pour tireurs d'élite. Ici, voilà. Bon. Oh, d'accord, apparemment c'est une romaine. Elle a dérouillé celle-là. Pourquoi vous dites ça? Bah, dans l'état où elle est. Mais ça n'empêche pas qu'elle peut repartir. Hein. Quelques secondes seulement et mon expert repère déjà des manques de neutralisation graves. Ouais. Je lâche, je tire, admettons que je maintiens. Ah, on peut tirer, donc il y a une position, coup par coup, et une position en rafale. Voilà. Et ça fonctionne. Ça, tout fonctionne. Mais ça devrait pas fonctionner normalement. Non. Très étonnant aussi, le chargeur n'est pas modifié et peut encore accueillir ses 30 cartouches. Ouais, il est bon lui. Apparemment il n'a pas été loin, il n'est pas trafiqué. À peine croyable. Vu de l'extérieur, mon arme semblerait donc capable de tirer. Mais qu'en est-il de ses entrailles? Par contre, c'est ici que ça m'inquiète. La chambre est bouchée. Là, on voit le point de soudure qui a été fait. Avec cette soudure, aucune balle ne peut rentrer dans l'arme. Et concernant le canon, la neutralisation a été très rigoureuse. Quand j'enfonce ma baguette, elle bute. C'est là que le canon est bouché. Mais maintenant, en prenant un barreau brut, si on peut dévisser le canon, je suis convaincu qu'on pourrait la remettre en route. C'est encore un engin qui pourrait faire mal. Pour remettre ma calache en état, Jean a besoin d'un plan. Il le trouve sur Internet. Ma surprise est totale. Je découvre que toutes les armes au monde ont leur schéma très détaillé en libre accès. Comme Karl Rose l'a peut-être fait, Jean peut donc tranquillement regarder à quoi ressemblent les pièces qui lui manquent. Vous pensez que quelqu'un qui a peu de connaissances peut y arriver? Non. Mais bon, quelqu'un qui a de solides connaissances quand même en mécanique peut arriver à le faire. Hein. D'accord. Mais bon, où ça peut devenir dangereux, c'est à partir du moment où on commence à remettre en état pour que ça fonctionne et que ça tire, là, il y a du danger. Le danger est bien réel. Sur ces photos, cette calache neutralisée remise en état n'a pas résisté au test de tir. Dès la première balle, une partie de l'arme a explosé. C'est un métier, c'est bon. Si on se trompe, on peut y laisser éventuellement la vie. Hein. Et au moins cher, les doigts, une main ou estropié pour le restant de ta vie. Quoi. C'est une arme à feu. Comment Karl Rose aurait-il pu remettre en fonction sa calache neutralisée alors qu'il était loin d'être un professionnel? Les armes n'étaient pas sa seule passion. Le jeune homme de 19 ans était un féru d'informatique. Karl Rose connaissait peut-être le double visage d'Internet. Un monde hors la loi, dont vous êtes loin d'imaginer l'existence. C'est peut-être là
qu'il a trouvé une partie de ses pièces de rechange. Pour pénétrer ce monde, cet homme sera mon guide. Eli est informaticien. Il m'explique qu'il existe 2 internets, celui que vous connaissez tous et un autre, caché, plus noir, le Darknet. On y trouverait tout ce qui est illégal. Pour s'y rendre, il faut commencer par télécharger un logiciel gratuit. C'est pas quelque chose de caché ou de dissimulé. C'est pour toutes les plateformes, Mac, PC. Et ça vous permet donc de vous connecter au Darknet. Vous le lancez. Et voilà, en quelques secondes, vous êtes prêt à aller sur le Darknet. Et là, je n'en reviens pas. Je trouve tout ce qui est illégal. Des numéros de carte bleue volés et du sexe. Et pour trouver tout ça, il existe un moteur de recherche. Donc là, par exemple, je suis sur... Vous avez vu qu'il détourne les couleurs de Google. Donc par exemple, vous tapez Glock. Et là, le moteur de recherche vous retrouve les sites qui sont sur le Darknet, donc qui sont cachés, et qui vendent ce genre de produits. Toutes ces armes illégales sont en parfait état de fonctionner. Et le plus scandaleux, je peux les acheter sans crainte d'être repéré par les informaticiens de la police. Le Darknet permet en fait de garder son anonymat. Chaque ordinateur possède une signature. Lorsque vous faites une recherche sur l'Internet classique, cette signature est communiquée au serveur informatique et donc traçable. Le Darknet, lui, brouille complètement les pistes. Il fournit à votre ordinateur des signatures appartenant à des gens du monde entier. Et elles changent constamment. Quoi que vous achetiez, il est impossible de remonter jusqu'à vous. Sur le Darknet, aucun achat n'est fait en euros. Il faut utiliser une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Cette monnaie légale est proposée par des banques spécialisées. Un Bitcoin revient environ à 330 €. Le transfert se fait comme un simple virement bancaire. Je peux maintenant acheter ma Kalachnikov. Quartier d'affaires de la Défense, à Paris. Eli n'est plus avec moi. Ce que je vais faire est illégal. Avant de me lancer, je vérifie si le Darknet me donne bien la signature de quelqu'un d'autre. Le logiciel fonctionne parfaitement. L'ordinateur me positionne à Zurich, en Suisse. District 5, dans ce bâtiment où je n'ai jamais mis les pieds. Pourtant, je suis bien à Paris. C'est parfait. Je peux passer à l'étape suivante, acheter ma Kalash. États-Unis, Allemagne, les vendeurs sont nombreux. Mais aujourd'hui, pas de Kalash. Une arme de poing attire mon attention. Un Walther PPK 765, l'arme de James Bond. Tout un symbole. J'hésite encore. Un deuxième essai sur ma position. État de New York, banlieue résidentielle au nord de Buffalo. Je suis rassuré. Je contacte le vendeur allemand par mail. J'envoie.
Je viens d'acheter une arme de façon totalement illégale, pendant que d'autres mangent tranquillement des sandwichs. Maintenant, je vais devoir patienter. Attendre que mon colis soit livré. Je ne peux m'empêcher d'imaginer d'être démasqué. Imaginer mon arme faire sonner les portiques des centres de tri des aéroports. Pas un jour sans la crainte de voir la police débarquer chez moi. Puis 24 jours plus tard, je reçois enfin un avis de passage. Mon paquet m'attend à un point de livraison. Je n'en crois pas mes yeux. Le dépôt est une boutique pour enfants. Bonjour. Un mélange de stress et de soulagement m'envahit. Je suis surpris, le paquet paraît fragile. Il n'est même pas renforcé. Y a-t-il vraiment une arme à l'intérieur? Bon, merci beaucoup. Merci, au revoir. Le paquet est lourd. Quelque chose se balade à l'intérieur. Un caillou, un morceau de plomb, un flingue, je n'en sais rien. En tout cas, pas question de l'ouvrir n'importe où. Je m'isole à la cave. Alors vraiment, c'est emballé. Du papier toilette, c'est assez incroyable. Et voilà. Voilà un Walther PPK 765. Et ce n'est pas un jouet pour enfants. Avec le chargeur. Avec une balle. Voilà la balle. De quoi tester mon pistolet immédiatement. Le numéro de série a été minutieusement effacé. Impossible d'identifier l'ancien propriétaire. Cette arme, en fait, ça se trouve, elle a tué quelqu'un. Avec ce pistolet automatique et mon fusil de chasse raccourci, je possède maintenant un petit arsenal. Si j'arrive à remettre en état de fonctionner ma calache neutralisée, il sera complet. Pour tirer au pistolet ou à l'arme de guerre, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans l'illégalité. Posséder un calibre, c'est possible en France. Ils sont même plus de 150 000 à en avoir le droit. Il y a un chien donc. Cette femme de 46 ans fait partie de la grande famille des tireurs sportifs de loisirs. Comme la loi l'impose, Laurence range son pistolet entièrement démonté dans un coffre-fort. Il est démonté pour éviter qu'elle ne soit tentée de s'en servir sur un coup de folie ou en cas d'agression chez elle. Alors, présentez-moi un peu cette arme. Donc c'est un Glock, un 9 mm. Le canon a été retiré. C'est-à-dire que là, comme ça, il est inutilisable. En plus, de toute façon, les chargeurs sont vides. Précaution supplémentaire, Laurence est obligée de ranger ses balles dans un autre coffre-fort. Là, si vous m'agressiez, je pourrais rien faire. Je pourrais même pas les utiliser. Je prends la boîte, je vous assomme avec. C'est tout ce que je peux faire. À aucun moment, je me suis dit, je vais acheter des armes pour protéger. Ah bon? J'ai des armes dans le but de faire du tir sportif, du tir de loisir, ce qui est quand même pas non plus la même démarche. D'accord. C'est vraiment, c'est comme un sport. Je vais courir parce que ça fait du bien. Je vais pas courir en me disant, je courrai plus vite qu'un agresseur. Là encore, pas question de jouer les cow-boys.
Lorsque Laurence se rend au stand de tir, elle n'a pas l'arme à la ceinture, mais démontée dans un sac. Sur la route, elle récupère son fils, Alexandre, 20 ans. C'est lui qui l'a initié à cette passion. C'est pas banal de partir avec maman faire du tir là? Non, c'est vrai que c'est pas commun. Après, le tir ou n'importe quelle activité en général, voilà, on le fait à deux, c'est plutôt sympa. Ah bah moi je suis contente. Vous êtes contente de quoi? Voilà, bah, je suis contente d'avoir une activité en commun avec mon fils. Vous pourriez partir à la piscine avec votre maman, mais là vous... On part aussi à la piscine. Mais là vous partez tirer. Mais on va tirer, ouais. Depuis 2 ans, mère et fils vident leur chargeur tous les samedis dans cet ancien fort de l'armée, reconverti en club de tir. Tu mets les 2 cibles à 25 mètres? L'adrénaline monte. Son instructeur lui a réservé un calibre mythique. Une arme rendue célèbre par Clint Eastwood dans l'Inspecteur Harry, le 357 Magnum, calibre 38. Une arme qui fait un peu de dégâts. Le chargeur. Et tu verrouilles sur la chambre vide. Même après 2 ans d'expérience, elle commet une erreur. Tiens-le à la main, on pose jamais l'arme chargée. Donc tu la tiens dans la main forte. Voilà. De façon à ce que l'arme ne soit pas posée seule sur la tablette. À cet instant, l'arme est chargée et donc dangereuse. Voilà. Personne ne doit pouvoir la saisir, à part elle. Doucement, tu dois être surprise par le départ du coup. Très doucement ta détente. C'est l'action du doigt sur la détente qui va déterminer ta dextérité. Tu ressors ton doigt immédiatement. Tu peux souffler en baissant ton bras. Souffle bien, on se décontracte. On remonte. Ok. Maintenant, on met l'arme en sécurité. On décale le barillet. On extrait les écuis vides avec la tige d'extracteur. On vérifie. Laurence est grisée par la sensation. On sent qu'il y a de la puissance. Ah oui. Donc, comment ça vous le sentez, c'est-à-dire? Ah bah quand on tire, quand le coup part, on sent les vibrations. Ça fait partie du plaisir, je dirais, de tirer avec une arme à feu. C'est sympa. C'est vrai? Oui, non, c'est sympa. Voilà. À faire de temps en temps. Obtenir le droit de détenir une arme chez soi est extrêmement réglementé. Laurence a dû présenter un casier judiciaire vierge. Puis elle a été convoquée au commissariat pour un entretien avec un policier. Elle a aussi passé un examen qui comporte 20 questions de sécurité. Enfin, 3 fois par an, elle est obligée de passer un test de tir avec un instructeur. Lui seul valide si oui ou non elle est encore apte à détenir une arme. Toutes ces étapes sont éliminatoires, comme la visite médicale. Donc ça, c'est la licence de tir que détient tout adhérent, qui comporte donc l'identité de l'adhérent et surtout le certificat médical, donc le tampon avec la signature du médecin. Cette visite médicale, je l'ai passée. Et là, j'ai été très surpris. J'ai choisi au hasard ce médecin généraliste. L'homme me fait passer les examens d'usage. Vous avez des maladies? Rien de particulier? D'accord, vous avez Bien sûr. vous respirez tranquillement sur les 12, 6. Cachez l'œil droit. P. M. Qu'est-ce que vous prenez particulièrement? Et 10 minutes plus tard, le médecin me tamponne mon certificat médical. J'ai le tir ce jour, M. Martelly, apte à la pratique du tir sportif. Bizarrement, c'est seulement après m'avoir remis le précieux sésame qu'il me pose les questions éliminatoires à l'obtention de ma licence. Pas de drogue? Pas de drogue. Il me demande aussi si je suis alcoolique. Je lui réponds non. Le médecin me croit sur parole et en même temps, rien ne l'oblige à me prescrire des analyses de sang pour en être certain. Il ne me demandera pas non plus si je souffre d'épilepsie ou de troubles de l'équilibre.
comme le veut la loi. Encore une fois, ce médecin me fait confiance. Antécédent de dépression ou pas? Non. Vous n'avez jamais fait de séjour en milieu psychiatrique? Non. Voilà, monsieur, je vous libère. Cette consultation, je l'ai montrée à Dominique, l'instructeur de tir de Laurence. Non mais attendez, là je sors mon joker là, hein, parce que là moi je suis pas médecin. Ouais. Donc la loi impose un certificat médical. Ouais. Maintenant, vous êtes instructeur, vous, donc qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ça? Mais moi j'ai pas à me poser, j'ai pas d'état d'âme à avoir. Hein. Moi d'un instant on me présente un certificat médical d'aptitude, le gars est en règle, donc j'ai pas à lui dire d'aller faire un autre examen. Hein. Après c'est au club de gérer, et de voir si le comportement de cet individu-là va poser problème ou pas. On va vite s'en rendre compte. L'individu qui ne respecte pas les règles de sécurité imposées, hein, c'est-à-dire qu'il peut se retourner avec l'arme, on va lui dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, il va bien falloir sévir. Et à ce moment-là, vous faites? À ce moment-là, on lui dit de quitter le club, tout simplement. Et si le tireur semble vraiment dangereux, Dominique a le devoir de le signaler aux forces de l'ordre. Après plusieurs semaines, je retourne voir où en est la remise en état de ma Kalachnikov. Apparemment, elle a bougé un petit peu. Souvenez-vous, cette arme, je l'ai achetée sur Internet. C'est une arme de collection neutralisée. Elle ne peut plus tirer de balles. C'est Jean, un armurier à la retraite qui fait le boulot pour moi. Mais la vieille Kalash des années 60 lui résiste. Ah. Voilà. Une fois que j'aurai sorti ce truc... Mais quelques minutes plus tard, l'ancien armurier déchante. Une pièce majeure lui pose problème. La culasse. C'est elle qui percute la douille et l'éjecte une fois tirée. C'est la pièce principale. Sans ça, on fait rien. Il manque des pièces, les goupilles sont parties. Elle est morte. Là, normalement, elle est complètement droite. Ils l'ont taillée en biais, ce qui fait qu'il n'y a plus rien de fonctionnel dedans. Sur la culasse, 4 petites pièces manquent. Le percuteur, 2 goupilles et l'extracteur. Il faut absolument qu'on trouve ça. Hein. Toutes ces pièces sont introuvables en France. Pas grave selon Jean. Son carnet d'adresses comporte encore de bons contacts, notamment en Belgique. Un banal entrepôt à la sortie d'un village. Je nous équipe de caméras cachées. Allez, on est parti. Mes demandes de tournage auprès du magasin sont restées sans suite. Dès l'entrée, Bonjour. Je sais immédiatement que nous sommes au bon endroit. La plupart de ces armes sont neutralisées. Mais en Belgique, selon Jean, toutes les pièces détachées sont en vente libre. Des pièces d'accord. Extracteur, percuteur, ressort d'extracteur, les goupilles, culasse mobile. Notre petite liste ne provoque aucune réaction du vendeur. Dans ces casiers multicolores, des pièces d'armes par centaines, une partie des nôtres se trouve là. Il y a le percuteur, l'extracteur et les 2 goupilles. Mais pas la pièce maîtresse. Une culasse, ça se trouve pas? Pas en vente libre. Canon de culasse, c'est pas libre. C'est une surprise pour Jean. Il y a encore un an, la Belgique autorisait la vente de pièces détachées d'armes de guerre. Mais sous la pression européenne, la très permissive Belgique est devenue l'un des pays les plus répressifs en matière d'armes. Ce qui était libre depuis 25 ans maintenant, c'est redevenu une solution. Ah oui. Bon, alors nous voilà avec ça, c'est déjà pas mal. Et... Sauf qu'on n'a pas la culasse, quoi. 92 € en liquide. Et les pièces sont à nous. Bonne fin de journée, messieurs. Au revoir.
Mon armurier cherchera cette culasse encore plusieurs semaines, sans succès. Il n'est donc pas si facile de remettre en état de fonctionner une arme neutralisée. Alors, comment Karl Rose s'y serait-il pris? Le jeune homme donnera peut-être une explication lors de son procès. En attendant, il est toujours présumé innocent. L'arme la plus répandue en France, c'est bien évidemment le fusil de chasse. De nombreuses familles en possèdent un. Héritage d'un père, d'un grand-père ou par passion de la chasse. Loupé. Impossible de savoir combien il en circule en France aujourd'hui. Jusqu'en 1995, il n'était pas obligatoire de déclarer son fusil. La France compte 1 250 000 chasseurs. En moyenne, chacun d'eux posséderait 4 fusils. L'addition fait peur. Je suis invité à une partie de chasse en Picardie avec Teddy, 24 ans, et Claude, 66 ans. Ils vont chasser à la hutte. La hutte, c'est cette petite maison planquée dans les herbes. Il faut enlever ses chaussures pour entrer. Ah, rentrer les bottes, ouais. Sacré. Là, on est dans la salle de tir. En fait, c'est là où on passe la nuit. C'est ici qu'on guette. On vous sent presque ému là, presque... Ouais, je suis content, j'aime bien être ici. Il faudrait vraiment un truc vraiment avec ma femme à la couche pour me faire sortir. Autrement, je sors pas, je reste ici. Des canards d'élevage sont disposés un peu partout sur le plan d'eau. Leurs chants vont attirer leurs cousins sauvages. Voilà. Il est prêt à faire feu. Ça vous énerve d'entendre qu'on puisse dire les chasseurs et leurs armes, c'est dangereux? Bah oui. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Pourquoi? mais parce que c'est dit par des gens qui n'y connaissent rien. En passant le permis, déjà, la pratique, c'est que sur la sécurité. Sécurité. On comprend que les gens puissent penser que c'est dangereux. Moi, je dis que ça n'est pas dangereux. Pourquoi? Quand on sait maîtriser son arme. Bon. Après, c'est des bêtes en bois, non? Oui. Ouais. C'est des bêtes en bois, c'est ça, ouais. Alors, à droite, là-bas, à droite. Monsieur Blette, mais vous êtes capable de rester combien de temps comme ça à écouter? Des heures, hein. Ouais. Ouais. Bon, c'est 2-3 heures comme ça à écouter. Hein. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Et comment vous le savez qu'ils arrivent? Tous les canards qu'on a attachés qui se mettent à chanter. Mais pas une plume à l'horizon. Alors, Alain tente de forcer le destin en imitant le cri de la sarcelle. Mais une autre mélodie prend le dessus. Teddy, lui, ne dort que d'une oreille. Ça s'anime là. Tout le monde commence à chanter. Vas-y, tire la colle. C'est Claude qui dégaine le premier. Vas-y, tire la Elle est morte. Elle a été tuée nette, donc elle n'a même pas bougé. Ouais. Ça, c'est un tir propre. Plus qu'à dormir maintenant. On a sauvé le capot. Au petit matin, Claude récupère son canard. À porte là-bas. À porte là-bas. Viens. Allez, c'est bien. Allez, donne. Voilà.
petite sarcelle d'hiver. Ce gibier, vous allez en faire quoi? Ben, on va le plumer et le mettre en cocotte et le manger. Tout simplement? Tout simplement. Il faut respecter le gibier qu'on tue. Chez lui, Claude possède 8 fusils. Ah, vous voyez? Ça, c'est pour aller au gros gibier. C'est-à-dire qu'on peut tirer chevreuil, sanglier. Chaque modèle a une fonction bien précise. C'est un Magnum, fusil fait exprès pour aller à la hutte. Ça, c'est un Beretta, pour tirer au perdreau, faisan, lièvre, petit gibier de plaine, quoi. J'ai toujours eu des armes dans les mains. À 10 ans, le paternel, il me passait le fusil pour dire que j'apprenne à tirer. À tirer. Et les munitions ne sont jamais bien loin. Où que je l'ai mis, ma ceinture? C'est mes habits de chasse, voilà. Voilà les munitions de la carabine pour aller au sanglier. C'est comme une arme de guerre, hein. C'est capable de tuer un bonhomme même à 1,5 km, hein. Calibre 7,64. Celui de la Kalash, c'est 7,62. Moins d'1 millimètre les sépare. Chez Claude, comme très souvent chez les chasseurs, les armes sont toujours à portée de main alors qu'elles devraient être sous clé. C'est un râtelier que j'ai fait moi-même. Ah. Mais il est autorisé ce râtelier ou pas? Pas vraiment, parce que, bon, normalement, je dois normalement fixer un cap d'acier avec un cadenas à travers toutes les détentes, là. D'accord. Et pourquoi vous le faites pas? J'ai pas le temps. D'après mon enquête, une centaine de fusils de chasse disparaissent tous les mois en France au cours de cambriolages. Cette enquête se termine au fond de mon jardin. Ce que je vais faire doit rester discret. Ces armes, comme vous le savez, je les ai acquises pour le bien de mon enquête. Je n'ai évidemment pas le droit de les garder pour moi. J'ai donc décidé de les rendre hors d'usage. Selon certains experts, plus de 10 millions d'armes circulent aujourd'hui dans notre pays. Seul un tiers d'entre elles sont officiellement enregistrées. Le reste alimente le marché noir, se cache dans nos maisons, au fond de nos tiroirs. Chaque année, les armes font des ravages. Suicides, meurtres, accidents. En 2011, 1600 personnes sont tombées sous les balles. Mes armes, elles, ne feront plus de mal à personne.